Bonjour tout le monde et bienvenue dans le podcast de Unit, le podcast dédié aux énergies vertes. Je suis Marian et notre expert est à nouveau Stéphane Hiss, consultant indépendant en énergie renouvelable. Il va nous partager le fruit de ses 25 ans d'expérience en énergie et climat sur le sujet que vous avez vu en titre, la guerre des courants. Alors la guerre des courants, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, la guerre des courants, autrefois appelée aussi la bataille des courants, c'est une controverse technique et industrielle qui s'est déroulée aux États-Unis, donc très loin, à la fin des années 1890, donc très loin dans le temps. Alors, c'était à la base l'opposition entre Thomas Edison, vous avez entendu parler de ce nom, le partisan de l'utilisation des courants continus, et puis Nikola Tesla, promoteur de l'utilisation des courants alternatifs. Alors aujourd'hui, en France, on utilise sur nos prises de courant le courant alternatif. Théoriquement, Tesla a gagné. En théorie, l'affaire elle est pliée. Et pourtant, on en parle aujourd'hui à cause notamment de l'énergie verte. C'est là-dessus que Stéphane va nous expliquer la situation. Bonjour Stéphane. Bonjour. Peux-tu, déjà pour commencer, nous expliquer la différence entre le courant continu et le courant alternatif ? Le courant continu, c'est un courant qui va tout le temps dans la même direction, et le courant alternatif, il passe du plus au moins sur une base régulière qui va et qui est indiquée par ce qu'on appelle la fréquence. Donc la fréquence classique sur les réseaux d'aujourd'hui, elle varie entre 50 et 60 Hz, la plupart du temps 50 Hz. Voilà. Très bien. Et quels sont les avantages et les inconvénients de ces deux méthodes, de ces deux techniques ? En fait, pour revenir justement à l'introduction, il n'y en a pas un qui est fondamentalement meilleur que l'autre, et après, il y a des applications qui sont un peu mieux desservies par l'un ou par l'autre des courants, mais le point central qui a tourné autour de cette fameuse bataille des courants au tout début de l'ère industrielle, ou en tout cas de l'avènement de l'électricité comme vecteur énergétique dans les sociétés modernes, c'est la capacité à transporter le courant sur des longues distances. En fait, pourquoi Thomas Edison et Nikola Tesla se sont opposés ? Parce que Thomas Edison, donc, qui est en fait celui qui a, comme tout le monde le sait, donc inventé l'ampoule à incandescence, donc c'est l'éclairage, et puis donc permis l'éclairage par l'électricité. Et c'est celui qui a créé une société qui existe encore, qui s'appelle General Electric, et qui a évidemment eu une grande prospérité pendant très longtemps. Aujourd'hui, elle est un peu plus en difficulté, mais ça reste encore une très grande entreprise du secteur de l'énergie. Et donc, Thomas Edison, lui, a mis au point donc, un certain nombre d'équipements et d'appareils électriques qui utilisaient le courant continu. Mais la difficulté qu'on avait à ces époques, c'était d'arriver à transporter sur des longues distances ce courant sans avoir des pertes importantes. Et donc, ce phénomène faisait que, quand on voulait de l'électricité, le lieu de production d'électricité et le lieu de consommation d'électricité étaient nécessairement proches. Et ce qui s'est passé, et ce qu'a amené Nikola Tesla, c'est qu'il a réussi à démontrer que grâce au courant alternatif, on pouvait arriver à transporter sur de relativement longues distances l'électricité tout en limitant les pertes. Et ça a été une révolution, puisque ça a permis de faire qu'on pouvait avoir des lieux de production d'électricité relativement éloignés des lieux de consommation d'électricité. Et au-delà du fait de la distance géographique, c'est aussi la porte ouverte à la concentration d'électricité. C'est-à-dire que dans le temps, comme le lieu de production était très proche du lieu de consommation, on avait des productions qui étaient relativement petites. Parce que quand vous consommez de l'électricité à un endroit, vous n'avez pas nécessairement la place, etc. Et donc, on avait une production d'électricité relativement décentralisée. Et donc, avec l'avènement de ce courant alternatif et de la possibilité d'avoir du transport sur la très grande distance, ça amène aussi la possibilité la nécessité ou la possibilité de concentrer la production d'électricité. Donc avec les énergies fossiles qui vont arriver derrière, on est capable, on va du coup être entraîné vers une course
le plus gros possible pour la production d'électricité, pour avoir une électricité la moins chère possible. Et donc derrière, complètement structurer le secteur, hein, donc cet élément de transport a structuré le secteur sur le siècle passé, hein, qui pousse à toujours plus gros. Le cas, on va dire, très représentatif de ça, c'est par exemple les puissances installées dans le nucléaire, hein, qui n'en font que grossir. Les premières tranches nucléaires, c'était 900, après 1300. L'EPR, c'est 1600 mégawatts, pour vous rendre compte. Donc, en fait, 1600, oui, c'est ça, 1600 mégawatts. Et donc, c'est vraiment l'archétype, on va dire, de cette évolution vers Big is Beautiful, avec ensuite des transmissions en courant qui sont permises par ce fameux courant. Alors, en fait, ce qui est amusant aussi, c'est que Nikola Tesla, lui, il a navigué, il y a eu un conflit avec Thomas Edison et il a trouvé un autre protecteur qui est M. Westinghouse. Westinghouse, qui est la principale société de licence de technologie électronucléaire, puisque une bonne partie du parc électronucléaire français est fabriqué sous licence américaine, a été construit sous licence américaine, Westinghouse, et donc quelque part un peu la boucle est bouclée. Alors, je précise pour ceux qui nous écoutent que l'EPR, on parle bien du réacteur nucléaire European Pressurized Reactor. C'est un réacteur à eau pressurisée. Et c'est le plus gros réacteur nucléaire actuellement. C'est ça ? Qui est vendu, hein, puisqu'il n'y en a pas beaucoup qui sont en fonctionnement. Il y en a 2 en Chine, 1 en Finlande, et puis à l'heure où je vous parle, il y en a encore 3 en construction. Celui de Fabreville, dont le chantier semble ne jamais vouloir se finir, et 2 en Angleterre, où il y a aussi un certain nombre de retards qui ont été annoncés. Ok, merci pour cet aparté. Donc, sur la guerre courant alternatif, courant continu, on pourrait penser que le courant alternatif, aujourd'hui, a gagné, puisque... C'est indiscutable. Mais pour autant, est-ce que les piles et tout le petit électronique, on n'est pas sur du courant continu ? Si, il y a une bonne partie des équipements qui sont sur des courants continus. C'est pour ça qu'il y a des transformateurs qui permettent de rebasculer, de reconvertir l'un en l'autre pour l'usage d'une bonne partie des machines qui existent. Et là où, en fait, le contexte actuel pousse vers, c'est pas tout à fait une réhabilitation, mais une sorte de revisite, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, les énergies renouvelables arrivent, en fait, à la fin d'une révolution que certains ont appelée de façon un peu marketing, la révolution des 3D du secteur de l'électricité. La première révolution, ça a été la révolution de la déréglementation. Donc en fait, dans une grande partie du monde, l'électricité a été longtemps un monopole, ce qu'on appelle un monopole naturel, donc production d'électricité, typiquement en France, DFRTE, je pense que tout le monde connaît ça. Donc le couple Thatcher-Reagan a bouleversé ça et donc introduit le secteur privé dans la production d'électricité et dans la distribution et dans le transport d'électricité. Deuxième révolution, donc la décarbonatation. Et donc c'est là où les énergies renouvelables arrivent de plein pied et viennent heurter le secteur, même dans sa structuration même, et j'y reviendrai juste après. Et puis la troisième révolution, c'est la digitalisation, avec donc ce qu'on appelle les smart grids. Hein. Et donc sur cette deuxième révolution qui est la décarbonatation, en fait les énergies renouvelables, elles fondamentalement, elles nous font revenir quelque part au temps premier de l'électricité, puisqu'elles sont sur un modèle structurellement beaucoup plus décentralisé que le modèle qu'on hérite des 100 dernières années, qui était très centralisé. Donc, les énergies renouvelables, au-delà des querelles des uns ou des autres sur les technologies, c'est aussi, et à mon sens surtout, une bataille de modèles entre des modèles historiquement ultra centralisés qui sont la conséquence directe du résultat de la guerre des courants et un modèle ultra décentralisé dans lequel la production et la consommation sont beaucoup plus proches, sont amenées à être beaucoup plus proches que ce qui a été le cas jusqu'à maintenant, avec donc des conflits centrales. Et typiquement en France, on voit ce conflit sous nos yeux apparaître
directement sous nos yeux, puisque la France est probablement l'exégèse la plus représentative de ce modèle très centralisé avec donc une structuration très verticale du modèle électrique, qui a du mal à intégrer ou à s'intégrer avec un modèle très décentralisé ou fortement décentralisé qui est proposé ou induit par la promotion des énergies renouvelables. Ensuite, si on revient... Oui, pardon ? Tu me dis que tu mets ça en opposition, ça sous-entend peut-être un gros truc. Est-ce que c'est vraiment compliqué de transformer le courant continu et le courant alternatif? De transformer l'un en l'autre? Non, alors c'est pas forcément compliqué, mais surtout, je vais y revenir, parce qu'aujourd'hui, en fait, les énergies renouvelables, on est capable de les faire produire du courant alternatif. Ou, par nature, les éoliennes font du courant alternatif parce qu'elles ont un rotor instator. Enfin voilà, elles produisent de façon avec des machines tournantes. Et puis de l'autre côté, les panneaux solaires, eux, produisent du courant continu, mais on va transformer ce courant continu en courant alternatif avant de l'envoyer sur le réseau. Donc il y a pas d'incompatibilité majeure. Mais ce qui est intéressant, c'est que les énergies décentralisées, voire ultra décentralisées que sont les panneaux solaires, permettent même l'émergence de nouveaux modèles. On voit par exemple donc ce type de nouveaux modèles apparaître dans certains pays d'Afrique. Donc en Afrique, il y a quelque chose comme 600 millions de personnes qui n'ont pas accès à l'électricité, et il y a une grosse problématique autour de l'accès à l'électricité qu'on juge quand même nécessaire pour améliorer les conditions de vie d'un certain nombre de populations. Et la difficulté qu'il y a, c'est que de faire des réseaux classiques, c'est extrêmement cher parce que c'est parfois sur des très grandes distances pour des consommations qui ne sont pas non plus énormes parce que les besoins ne sont pas toujours très très importants. Et donc, cette difficulté fait que les financements sont en grande partie vraiment très difficiles à trouver. Et une des solutions de disruption, on va dire ça comme ça, qui est arrivée, elle est arrivée par les gens qui fabriquent ou qui ont des réseaux de téléphone. Donc, comme vous le savez, l'Afrique a complètement bypassé l'étape du téléphone filaire, hein, et donc est aujourd'hui très active et présente sur le marché du téléphone portable tel qu'on le connaît, du smartphone. Et donc, on a des compagnies de smartphones qui sont relativement puissantes. Et en Afrique de l'Est, il y a une de ces compagnie qui s'appelle M-Pesa, qui a été très innovante, et elle a créé une filiale qui s'appelle M-Kopa. Et cette filiale, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a donné accès à des kits solaires, donc qui sont sur la forme d'un panneau solaire, une batterie, et puis ensuite un certain nombre de connexions, qui permettent en fait derrière de produire de l'électricité en local et de payer à force de payer au fil de votre consommation. Donc il y a même une dimension un peu smart grid, puisque par le système de téléphonie mobile, l'opérateur, celui qui vous loue votre panneau solaire, peut suivre même votre consommation. Et plus intéressant encore, le panneau solaire n'est pas forcément la propriété du client, mais ça devient en fait il est vendu comme un téléphone portable. Oui. Oui, alors c'est la deuxième fois que tu utilises l'expression smart grid. Ouais. Par l'usage que tu viens d'en faire à l'instant, ceux qui ne connaîtraient pas, on commence peut-être à se faire une idée. Mais est-ce que tu peux nous donner une petite définition courte du smart grid? En bon français, réseau intelligent. Et ça veut dire qu'en fait, je vais vous donner un exemple tout prégnant. Par le passé, comment EDF faisait pour estimer votre consommation d'électricité sur une base historique. Donc, ils faisaient un estimatif. Une fois par an, il y avait un relevé de compteur. Ils vous envoient une facture et qui est éventuellement ensuite corrigée sur la base de ce qu'il y a sur le relevé de compteur lors de la visite annuelle. Donc ça, c'est le passé. Et le présent, c'est les compteurs LinkedIn qui, en fait, arrivent à mesurer en temps réel... Linky, oui, qui arrive à mesurer, qui arrive à mesurer en temps réel la consommation. Bon, c'est un exemple, parce qu'il y a plein d'autres applications du réseau intelligent, mais
ça, c'est un début du réseau intelligent, c'est-à-dire qu'on n'a plus besoin de déplacer des opérateurs pour mesurer la consommation. Et au global, en fait, le smart grid, comme on l'appelle, c'est un réseau dans lequel on arrive à suivre les équilibres demande-production. Et éventuellement, alors historiquement, ce qu'on faisait, c'est qu'on avait une demande et on ajustait la production. Et en fait, le smart grid, ce qu'il va autoriser, c'est éventuellement dans des champs inverses, c'est-à-dire que la consommation peut être plus ou moins adaptée. Alors évidemment, il y a une limite à ça, hein, mais pourra être adaptée à la production. C'est-à-dire qu'en fait, et comment est-ce qu'on dit ça? C'est pas tellement forcément qu'il y a de l'électricité ou il n'y a pas d'électricité, mais au prix, surtout au signal prix. Donc, imaginez que je vous dise, plutôt que de lancer ta machine à laver, maintenant, lance-la dans 10 minutes et éventuellement, je te rémunère pour ça. Bon, c'est une question qui se regarde et donc ça permet de piloter ces équilibres offre-demande d'électricité de façon beaucoup plus fine que ce qu'on était capable de faire dans le passé. Alors revenons sur ce business model de M-Copa. Ce business model ultra décentralisé, il est possible aujourd'hui parce qu'on parle d'acteurs qui étaient vraiment déjà à la base en dehors d'un réseau central et qui avaient besoin d'énergie en dehors d'un réseau central. Donc tu m'avais donné l'exemple de ces gens qui avaient branché des frigos avec une électricité continue. Ils ont proposé leur propre matériel en fait, domestique. Alors, ce qui va très très loin, c'est que en fait, du coup, comme le panneau solaire produit en continu, il n'y a pas besoin de retransformer l'électricité à la sortie du panneau solaire en alternative, puisque l'appareil derrière peut utiliser de l'énergie continue. Et donc, en fait, il y a une sorte de mini-réseau très local, puisque c'est à la dimension d'une maison, qui va se créer et qui va permettre la mise en place, donc en fait, qui va fonctionner complètement en réseau continu. Et qui va la société de service, d'ailleurs, pour la petite histoire, non seulement elle loue les panneaux, mais elle peut louer aussi une télé, un frigo, etc. Et donc, en fait, c'est une sorte de mini-révolution qui a lieu dans ces pays, c'est-à-dire avec une innovation à la fois très technologique et à la fois très frugale et qui répond à un besoin, puisque en local, ils vont avoir besoin de recharger leur téléphone, ils vont avoir besoin d'un peu de lumière. Et donc, de ce point de vue, d'ailleurs, les LED sont aussi une révolution puisqu'ils consomment beaucoup moins d'électricité que les vieilles lampes à incandescence de Monsieur Edison. Et derrière, tous les appareils qui sont un peu électriques typiquement, donc le frigo, la télé, peuvent fonctionner directement en courant continu qui est reçu et produit par le panneau solaire. Donc ça, c'est un exemple vraiment que je trouve, moi, très intéressant un peu d'un point de vue intellectuel. Et je veux dire, on parle là en millions de personnes, de centaines de millions de personnes qui ont pu bénéficier de ces services. Ce n'est pas à petite échelle, c'est déployé à très large échelle. Ça a commencé en Afrique de l'Est et c'est en train de se développer aussi en Afrique de l'Ouest. Alors ça, déjà c'est énorme, parce qu'effectivement, on n'a peut-être pas idée en France du nombre de personnes qui sont touchées, qui sont impliquées dans cette énergie décentralisée et continue. Peut-être que ça changera à terme. Est-ce qu'il y a une évolution à prévoir, un retour peut-être à l'énergie alternative? Je crois pas qu'il y aura un retour au courant continu de façon généralisée, mais c'est quand même intéressant de noter que les énergies ultra décentralisées que peuvent être, par exemple, typiquement l'énergie solaire, peut représenter comme disruption et qui va au-delà de simplement j'ai un panneau et je fais de l'électricité. C'est-à-dire que le fait que votre électricité est très proche de la consommation, ça amène des business models qui sont très différents des business models historiques de la grosse utilities type EDF qui produit l'électricité et qui distribue de façon très verticale. Et donc, cette production d'électricité, elle est simple, hein, c'est pas très très compliqué d'opérer un panneau solaire et de produire l'électricité. Vous avez un peu de soleil et puis vous le mettez, voilà, ça se passe bien, quoi. Et donc ça, c'est vraiment intéressant. Alors, l'autre endroit où les courants continus vont être utilisés par les énergies renouvelables, c'est pour l'éolien en mer, mais alors là, dans une dimension très différente. C'est l'éolien en mer, quelque part, ça reconnecte, on va dire, les énergies renouvelables au modèle historique
des grosses utilities. D'ailleurs, les grosses utilities ne s'y trompent pas puisqu'elles investissent massivement dans ce secteur et pas pour rien. Et l'éolien en mer, c'est vraiment l'endroit où on a de nouveau cette espèce de, de règle qui veut que big is beautiful. Et du coup, comme on met beaucoup d'éoliennes, il y a beaucoup de courants, et surtout, parfois, on les met très très loin. Donc, dans certains cas, très très loin des côtes. Donc, dans certains cas, en Angleterre ou en Allemagne, les projets, ils sont à plus de 100 km des côtes. Et donc, dès que vous êtes à plus de 100 km des côtes, vous commencez à vous poser la question de comment transmettre au mieux l'électricité, encore une fois, dans une logique de perdre le moins possible. Et dans ce cas-là, les technologies ont évolué. Donc, par rapport au débat entre Tesla et Edison, il y a eu des innovations techniques et technologiques qui ont été mises à disposition juste sur l'après-guerre, entre la guerre et l'après-guerre, et à la moitié du siècle dernier, et qui ont permis la mise au point donc, de transmission sur des grandes distances en courant continu qui permettent de réduire les pertes de transmission. Et donc, dans ces cas, par exemple, des grands projets éoliens en mer en Allemagne ou en Angleterre, va être associée aussi la mise en place de distribution de courant continu sur des grandes distances. Mais ce courant continu va être ensuite retransformé en courant alternatif pour être distribué ensuite sur le réseau. Et alors, est-ce que ça veut dire que, d'une manière générale, maintenant, le courant continu, si on n'avait pas déjà une infrastructure en alternative, le courant en continu ne serait pas la meilleure chose à mettre en place aujourd'hui si on devait redémarrer de zéro, puisque en longue distance, c'est déjà le meilleur choix? Je ne suis pas sûr de ça. C'est simplement, en fait, ce qui est amusant, c'est-à-dire que je ne crois pas que les évolutions qu'on puisse voir sur le marché, par exemple avec l'éolien en mer, ou par exemple avec les panneaux solaires ultra décentralisés, sont de nature à complètement redistribuer les cartes et rechanger complètement le système. En revanche, c'est amusant de voir qu'il y a une sorte de retour vers le futur avec l'avènement des électricités renouvelables, fondamentalement parce qu'il y a une reconnexion entre la production et la consommation, c'est-à-dire que la production a lieu beaucoup plus proche que la consommation, avec donc des enjeux parfois un peu négatifs, c'est-à-dire d'acceptabilité, c'est-à-dire que tout le monde n'est pas forcément intéressé, et des enjeux positifs, c'est-à-dire qu'on peut beaucoup plus s'accaparer cette production qui avant était loin des yeux et loin du cœur, et là elle est là, et donc vous pouvez éventuellement même vous investir ou investir dans ce moyen de production. Et puis enfin, il y a certaines applications qui sont quand même de niche, mais qui sont quand même, moi je trouve, intellectuellement très intéressantes à regarder, telles que celle de M-Copa, qui peuvent même un peu s'étendre, c'est-à-dire d'avoir des mini-réseaux très, très locaux qui n'étaient pas ou peu possibles ou qui avaient peu d'intérêt dans le passé et qui étaient historiquement plutôt sur la base de générateurs diesel. Et aujourd'hui, donc, le couple panneau solaire-batterie peut permettre des alternatives qui sont ultra intéressantes, moins polluantes et qui permettent de disséminer à relativement grande échelle une production décentralisée et d'assurer de permettre d'alimenter des gens qui n'auraient peu ou pas d'électricité sinon. Je m'étais noté une question qu'il fallait que je te pose au sujet de la refonte des années 80 et la guerre des modèles, les 4D. Les 3D. Les 3D, pardon. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus et en quoi c'est lié à notre point? En fait, le fondamental, c'est que en fait, la révolution qui a été démarrée dans les années 80 avec la dérégulation, donc je rappelle les 3D1, c'est dérégulation, décarbonatation, digitalisation. Le phénomène, c'est que ça vient de casser les grands monopoles d'État historiques. Voilà ce que ça vient faire. Et donc, après, alors certains peuvent critiquer ça en disant le bon vieux temps, ça marchait bien, pourquoi est-ce qu'on vient changer les choses? Et de l'autre côté, on peut aussi dire que ça permet d'avoir un peu plus d'innovation et de modifier ou d'accélérer. Alors, il faut voir aussi que la situation française est très différente de ce qui peut se passer par ailleurs. Et donc, par le passé, la production d'électricité, dans les années 80, il y avait encore beaucoup de charbon. Il y en a encore beaucoup, beaucoup de charbon.
encore beaucoup de gaz ensuite. Donc le premier vecteur qui a été introduit par la dérégulation, c'est le gaz naturel d'abord. Et puis la révolution de la décarbonatation est arrivée et a poussé très fortement les énergies renouvelables, solaires et éoliens. Et puis enfin, la digitalisation avec les réseaux. Mais le lien que je vois par rapport à ce que j'ai exposé tout à l'heure, c'est typiquement dans le modèle M-COPA, qui quelque part est une sorte de résumé à l'extrême de ces 3 éléments. C'est du secteur privé, ultra privé, puisque c'est des sociétés de téléphonie mobile qui sont souvent plus ou moins attachées à la téléphonie mobile, ou en tout cas c'est elles qui ont lancé le business model. C'est décarboné, puisque c'est pour base le plus souvent de panneaux solaires et de batteries. Et enfin, c'est digital parce qu'en fait, là, il y a une transmission du système de facturation et de toutes les informations liées à l'utilisation des panneaux à travers les réseaux de téléphonie mobile. Donc, c'est dans ce sens qu'il y a un lien total entre cet exemple de M-COPA et cette révolution des 3D qu'on voit avec à chaque fois des adaptations pour les différents pays, mais qui a lieu globalement à l'échelle planétaire. Alors, j'ai une dernière question, un tout petit peu indirectement corrélée avec notre sujet de la guerre des courants, que je vais te poser dans un instant. Mais avant ça, est-ce que tu as un dernier point que tu aimerais partager, un dernier sujet que tu aimerais partager au sujet de notre guerre des courants, une question que je ne t'aurais pas posée, par exemple? Non, je pense que on a été à peu près au bout de ce que je voulais dire sur le sujet. Alors, dernière question, un tout petit peu différente. On a parlé de la guerre des courants. Et moi, j'aimerais te poser une question sur la guéguerre des courants. La guéguerre des courants, c'est un truc que je ne comprends pas. Pourquoi est-ce que les Américains sont en 110 volts et pourquoi est-ce que personne n'a réussi à s'organiser là-dessus? Ah ben ça, moi, je ne serais pas capable de te répondre, mais c'est la vision, enfin forcément techniquement, mais la vision que j'en ai, parce que en fait, il y a ce point-là, c'est les standards. Il peut y avoir ensuite aussi la question des prises. Pourquoi en Angleterre, ils ont ce truc-là, ces énormes prises à 3 morceaux. C'est impossible, ces prises-là. La même chose aux US avec des prises différentes. En fait, plus que des guerres des courants, c'est des guerres de standards. Et des guerres de standards, c'est des guerres industrielles. C'est donc chaque continent ou chaque pays ou chaque entreprise. Et d'ailleurs, on la voit en ce moment sur les prises pour les voitures électriques. Chacun veut imposer sa prise pour recharger le véhicule électrique, que c'est comme ci ou comme ça. On l'a vu sur les téléphones portables entre Samsung et Apple, chacun ayant son système, et derrière, c'est des enjeux industriels en fait. Donc, il y a probablement toutes sortes d'arguments techniques, etc. pour expliquer que c'est vachement mieux 220 volts ou c'est vachement mieux 110 volts. Et puis, une fois que c'est parti, quoi. Mais fondamentalement, le vrai rationnel derrière, c'est un rationnel industriel et économique et de domination ou de préservation de son industrie. Très bien. Eh bien, merci d'avoir répondu à toutes mes questions, Stéphane. Merci beaucoup. C'est toi qui m'as proposé ce sujet. Honnêtement, j'ignorais tout. Qui est, j'avoue, qui s'est révélé assez passionnant, puisque pour ceux qui nous écoutent, on a bien sûr préparé l'épisode en amont. Donc, on a échangé sur le sujet et c'est devenu intéressant très très vite, grâce à toi, Stéphane. Eh ben, merci. J'espère qu'on a d'autres peut-être idées d'épisodes à venir avec toi, donc j'espère que ça se fera très vite. J'espère aussi. Et pour vous qui nous écoutez, si vous avez été intéressé par cet épisode, n'oubliez pas de lui donner une bonne note dans votre lecteur de podcast préféré. Je suis Marion Terrasse et pour rappel, le groupe UNIT développe, construit et exploite des centrales de production d'électricité locales et durables. Donc côté photovoltaïque, si vous êtes intéressé pour valoriser un grand terrain, un parking de bonne dimension ou un élevage, ou pour tout type de projet photovoltaïque de ce type, à vrai dire, vous pouvez nous contacter aux coordonnées que vous trouverez en commentaire. Dans tous les cas, abonnez-vous au podcast pour en découvrir plus sur l'avenir de l'électricité verte. Bonne journée. Bonne journée.